péter les hautes performances. Voilà, ce qui est sûr quand je me repenche sur les stats de ce fameux match contre le Brésil avec le Cameroun. Zami football mwen comment nous y est et nous a yon grand jour pour match Haïti contre sélection brésilienne. Gros rendez-vous pour Grenadier yo demain soir dans Philadelphia Stadium côté deux équipes yo pral croiser, deux équipes yo qui nan yon obligation de résultat. OK, Haïti te perdu pour un match li, Brésil te fait match nul dans pour un match li. Et nous prenons très curieux regarder comment match ça pral passer. Et nous avons gagné pour nous retourner sur match ça tout à l'heure pendant nous dit que nous avons posté vidéo ça pour grâce à Cam Transfer qui c'est numéro 1 nous a fait transfert l'argent en Haïti et puis grâce à pariage la caille jouer facile, toucher rapide. Nous allons regarder ensemble qui ça qui gagne dans l'actualité Coupe du Monde là. Première journée Coupe du Monde là finie. OK? Toute équipe nous est toute équipe déjà. OK? Jodi nous allons retourner dans le groupe A et dans le groupe B. Ça qui veut dire nous est tout l'autre groupe déjà, nous est toute équipe au moins une fois. C'est la première journée qui donc est finie. Qui ça nous est? En pile goal. Il y a une moyenne de 3.1 buts par match dans la compétition. C'est un total assez élevé et soit comparé par exemple à année avant édition avant c'est le mondial le plus prolifique depuis 1958. OK, après première journée phase finale de Coupe du Monde, pas de jamais gagné autant de goals en moyenne par match qui fait non mondial. Quand pile score fleuve qui fait déjà pendant les débuts de compétition là, l'Allemagne par exemple qui crasait Curaçao 7 goals à 1, ça c'était un bel exemple, c'est plus gros score. Ensuite, il y a la Suède qui bat Tunisie 5 à 1, bagaille ça fait coach tunisien perdu job li. L'Angleterre qui bat hier 4 à 2 équipe croate là, ça sont l'autre gros score encore, 6 goals dans match football ça. L'Argentine qui bat 3-0 avec 3 buts de Messi, Norvège qui gagne Irak 4 à 1. C'est quand même un pile goal qu'a fait là et dans commencement compétition. T'as qu'on nous dit 3.1 buts par match, le mondial le plus prolifique depuis 1958. Quand pile explication qu'on a essayé bail et pour un pile fanatique certainement c'est spectaculaire. OK, son belle bagaille qu'on capable de garder au mondial qui gagne tout goal ça yo. Mais il y a des gens qui capable de dire tout dans analyse un petit peu plus poussée, ça qui passé comme pour ça gagne tout goal ça, est-ce que niveau équipe c'est niveau équipe trop faible? OK, pour qui ça donc gagne tout goal ça. Maintenant les bonheurs toujours parce que à mesure que la compétition a pas avancé, chiffre ça probablement après le gagner pour diminuer parce que plus compétition a pas avancé, c'est plus pour aller joindre tous des matchs difficiles, des adversaires compliqués et le ça la plus difficile pour faire un score 7 à 1, la plus difficile pour faire un score 4-0. OK, on verra bien comment chiffre ça a fini dans la phase finale mondiale ça. Pendant ce temps-là, gagné sélection nationale là, Grenadier Noyo qui vraiment un focus extraordinaire là sur le Brésil adversaire. Péter les hautes performances. Voilà, ce qui est sûr quand je me repenche sur les stats de ce fameux match contre le Brésil avec le Cameroun, quand je vois les 3 joueurs qui avaient parcouru le plus de kilomètres sur ce match de mémoire, j'avais Zambo Guissa, milieu de terrain défensif, c'était à peu près logique. Et les 2 autres étaient Aboubacar, qui avait été expulsé à 12 minutes de la fin, donc aurait normalement dû courir moins que d'autres joueurs, et Choupo-Moting, pas réputé pour être le plus vaillant en termes d'efforts défensifs. Donc c'est un message, je pense, à envoyer aussi à mes garçons du secteur offensif pour demain. Il va falloir qu'on mette le bleu de chauffe et qu'on court et un peu plus que de raison. Merci beaucoup. Merci. Ici. Paulo Vinícius Coelho, PVC, do Brasil, de Canal World do Brésil. Je parle avec un supporter de Haïti qui parle que cette match et 4-1 derrière, le Brésil peut faire une grande victoire. Mais aujourd'hui, non. Qu'est-ce changé pour la confiance, qu'est-ce changé pour l'Haïti, pour les supporters penser qu'ils peuvent jouer une grande partie contre le Brésil? Je pense que demain, en tout cas concernant Haïti,
on a tout à gagner sur ce genre de match. Ça fait 52 ans qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Et demain, on a la chance de jouer le Brésil, qui est le recordman historique en termes de victoires lors de cette compétition. Voilà, donc on a le Graal servi sur un plateau. Voilà, maintenant il va falloir être à la hauteur parce que les fans haïtiens nous attendent aussi et se mettent à rêver sur ce type de match. Voilà, mais je pense que c'est une chance. En tout cas, c'est le message que je ferai passer à mes joueurs. Alors, ça m'intéresse peu ce qu'il y a eu dans le passé en termes de confrontation entre le Brésil et Haïti. Moi, c'est demain qui m'intéresse. Voilà, j'espère qu'on saura rendre les Haïtiens fiers de leur équipe. Je pense qu'on a envoyé plutôt une belle image. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'un résultat positif puisqu'on a mordu la poussière, on a perdu. Mais je pense qu'on a montré que notre place dans cette phase finale de Coupe du Monde n'était pas usurpée. Donc ça, c'est déjà une grande satisfaction. Et demain, la vitrine sera encore plus belle pour faire un coup. Ok, professeur. Diego Torbes, Bola VIP Brasil, em português. Bonjour, je vais poser la question en portugais. Alors, votre équipe est confrontée à un groupe vraiment pas facile, Brésil, Maroc, Écosse. Quel est votre objectif, vous, dans le cadre de cette Coupe du Monde? L'objectif de départ, il ne change pas. Malgré la difficulté du groupe, c'est vrai qu'on n'a pas été verni par le tirage au sort. Alors, pas verni. On a la chance aussi d'avoir 3 adversaires au football totalement différents. C'est aussi une belle vitrine pour nous. Donc, c'est à ne pas négliger. Maintenant, l'idée et la feuille de route tracée auprès de mes joueurs, c'est d'essayer de se qualifier pour les 16e de finale. Le fait que 8 des meilleurs 3e soient aussi susceptibles de se qualifier nous laisse peut-être entrevoir que même à l'issue de ce match, rien ne pourrait être joué et ça peut jouer également sur le 3e match. Donc voilà, c'est l'objectif affiché. Et en sous-objectif, on va dire, évidemment, montrer une belle image de notre équipe, montrer qu'on mérite notre qualification. Je pense qu'on a envoyé un premier bon message sur le premier match. Mais voilà, l'objectif suprême, c'est de se qualifier. Coach, comment avez-vous travaillé sur la mentale de l'équipe après la défaite face à l'Écosse, puisque nous savons que demain, un plus grand défi nous attend? Plus grand, oui, en termes de FIFA ranking, c'est sûr. Après, je pense que les Écossais avaient autant envie que les Brésiliens demain de nous battre. Voilà, je pense qu'on a préparé cette compétition, mais déjà bien en amont. Je pense que lors du stage de préparation à Port-Lucie, dès l'intronisation du stade, j'ai fait comprendre à mes joueurs qu'avec Haïti, rien n'était fait dans la facilité. Je rappelle que lors de notre qualification, on avait rempli notre contrat, on avait battu le Costa Rica, on avait battu le Nicaragua, mais il a fallu attendre quelques minutes supplémentaires qu'un autre match se termine avant de savourer notre qualification. Donc je leur ai dit que j'étais quasi persuadé que ça se jouerait au 3e match, qu'il faudrait faire preuve de résilience. Et j'aimerais bien voir un dernier quart d'heure contre le Maroc où on serait encore en course de possiblement se qualifier. Voilà, donc on essaye on dit que la pédagogie est l'art de la répétition, c'est ce que je martèle à mes garçons, de ne pas lâcher, d'être résilient. Ça pourra se jouer peut-être aussi à la différence de but. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe demain, on n'a pas le droit de galvauder ce match. 1, on joue le Brésil. 2, ça fait 52 ans qu'on n'y est pas. Le stade sera assurément plein. Donc voilà, on va tout donner et de manière à être toujours en course lors du 3e match. Oui. Bonjour coach, Ndiassé Sam de RFI. Coach, je vous apprends rien quand je dis que les Brésiliens sont peut-être l'équipe la plus supportée par les Haïtiens, à part l'équipe nationale bien sûr, et que les joueurs brésiliens sont aussi des modèles
pour beaucoup de joueurs haïtiens. Est-ce que votre première mission, ce sera pas justement d'essayer de démystifier cette équipe brésilienne-là, et comment vous comptez vous y prendre pour ça? Le travail a déjà été entamé avec mes joueurs. Je pense que pour retirer le meilleur de chacun, pour se sublimer, il faut aussi des adversaires. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de mon fils et de beaucoup de joueurs dans mon équipe qui vénèrent un garçon comme Vinicius. Ben voilà, aujourd'hui, enfin demain en tout cas, on va se confronter à ce type de joueurs. Donc c'est extraordinaire. Encore une fois, on a beaucoup de chance. Beaucoup aimeraient être à notre place. Certaines équipes sont pas qualifiées à cette Coupe du Monde, et demain on va jouer ce qui se fait de mieux. Donc on va pouvoir se jauger au moins sur un match, essayer d'être à la hauteur, au niveau, repousser nos limites. Voilà, c'est tout l'enjeu du match de demain. Après, évidemment, j'ai 26 garçons au sein du groupe, donc c'est être 26 fois un entraîneur différent. Certains vont être besoin d'être rassurés pour enlever un peu de stress. Je rappelle qu'on n'a pas beaucoup d'expérience internationale. D'autres vont se galvaniser au fait d'être justement confrontés à ce type de joueurs. À nous, à moi, au staff, de trouver le bon fil conducteur, de manière à ce que l'intérêt, c'est qu'au moment où le match va démarrer, qu'on soit tous connectés dans notre projet. Merci. Senhor? Tudo bem, Nicolete da ESPN, vou perguntar em português. O esporte está cheio de história de azarão que consegue bater Alors, monsieur, favorito. Aqui mesmo na Filadélfia tem uma história. Nous avons beaucoup vu qu'il y a, oui, des favoris, puis certains favoris ont réussi à créer la surprise. Est-ce que là, on va avoir une surprise à Philadelphie? On l'a vu avec le Cap-Vert également. De belles surprises. Il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à prévoir, hein, bien sûr. Mais quid de ce qui se passerait si Haïti viendrait à être vainqueur face au Brésil? Qu'en pensez-vous? En premier lieu, je pense que ce serait la folie en Haïti. Tout simplement. Donc, quand on s'engage dans cette profession, que ce soit entraîneur ou joueur, c'est pour vivre ce type d'émotion très très forte. Je dirais que quand on est haïtien, on a plus souvent des moments difficiles. Là, voilà, le foot nous offre cette possibilité demain de vivre des moments très forts, de grandes émotions. Il y en aura de toute manière. Évidemment, j'ose même pas me projeter sur une victoire. Est-ce que ça représenterait pour le peuple haïtien? En tout cas, on va tout donner de manière à pas avoir de regrets et que la population soit fière de cette équipe. Pergunta em português. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, Brasil. Boa noite, mister. Bonsoir, Radio Gaúcha du Brésil. Monsieur, bonsoir. Haïti, Brésil. Ici, là, on a une belle histoire, une belle connexion historique. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'articles qui ont dit que vous n'avez jamais pu vous rendre en Haïti à cause de la situation sur le terrain. Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'être bien à la tête d'un rêve, d'un pays dans sa globalité? En fait, vous êtes responsable en fait de la joie potentielle du peuple haïtien, parce que c'est vraiment incroyable que de pouvoir représenter ça, et puis c'est un peuple qu'on aime beaucoup, nous. Alors, responsable, je ne pense pas. Je suis le guide d'un groupe qui va essayer de rendre fier tout un pays demain. Voilà, donc malheureusement, contrairement aux précédentes missions que j'ai eu à faire auprès de diverses sélections, je ne peux pas vivre dans le pays pour les raisons que l'on connaît. C'est un manque, forcément, parce que j'aimerais, encore une fois, on fait ce métier-là aussi pour partager des choses en termes d'échange de culture, être aussi un petit peu plus pertinent dans les prises de décision, dans la connaissance du pays. Il faut le faire
à la rencontre des Haïtiens qui font partie de mon staff, mais malheureusement, je ne peux pas me rendre sur place. Également pour détecter des joueurs, parce que je donne un exemple, savoir comment s'entraîne Bellegarde à Wolverhampton, je sais qu'il y a de la compétence, qu'il s'entraîne bien, et que j'aille le visiter là-bas, c'est bien une fois dans l'année, pour entretenir un lien avec lui, mais aujourd'hui avec tous les réseaux, avec WhatsApp, avec les plateformes Y-Scout, avec les chaînes de télé, je peux suivre ses performances assurément tous les week-ends. En revanche, les jeunes talents haïtiens, je pense, ont besoin de notre expertise, de notre compétence. On en a un parmi les 26, Pierre Woudanski, que j'ai pu détecter sur des vidéos vues avec des équipes nationales de jeunes. Mais j'aurais aimé pouvoir me rendre sur place. Je passe les problèmes de visa aussi après, ensuite, pour les faire sortir. Mais voilà, c'est un manque. J'espère que dans un avenir proche, si je dois continuer ma mission à Haïti, je puisse le faire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on s'est adapté. On essaye aussi de problématiques d'en faire des forces. Voilà. Ici, coach. Hello, coach. Jacqueline Charles with the Miami Herald. How are you? Bonjour, comment allez-vous? Votre équipe représente vraiment l'espoir d'une nation, mais également l'espoir de nombre de pays de par le monde. Je vois qu'il y a eu quelques pétitions qui ont été lancées suite à votre rencontre contre l'Écosse. Là, il y a eu des petits problèmes avec l'arbitrage. En tous les cas, moi, c'est une équipe que j'admire beaucoup dans tous les cas. Moi, ma question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que vous les préparez en amont de cette rencontre, du stress qu'il peut y avoir. Je reviendrai juste sur un petit problème avec l'arbitrage. C'est un gros problème puisqu'il nous prive peut-être d'un point et du premier point historique d'Haïti en phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, c'est passé. On ne peut pas se plaindre. On va penser à la suite. Toujours pareil, comme je le disais précédemment, en termes de stress, c'est essayer d'être proche des joueurs, parfois les rassurer, certains, au contraire, les faire monter en pression. Voilà, c'est essayer d'être un entraîneur différent avec chacun d'eux, tout en faisant en sorte que les garçons soient connectés sur un projet commun. Voilà, c'est toute la difficulté de notre métier. Il arrive qu'on se rate parfois, qu'on rate un joueur, qu'on mette un peu plus de temps aussi pour l'amener à faire en sorte qu'il s'insère dans le projet. Mais j'ai un groupe assez réceptif quand même. On prend beaucoup de plaisir avec eux. Ils nous surprennent depuis le départ. On savait qu'il y avait un potentiel. Quand j'ai accepté cette mission, c'était en connaissance de cause. Je pensais qu'il y avait un coup à faire pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais les garçons ont fait mieux que ça. On n'a joué aucune rencontre à domicile. Ça, je ne savais pas forcément au départ. Et voilà, ils ont réussi à se sublimer. On était là encore lors des matchs de préparation. On était là contre l'Écosse. Voilà, il s'agit maintenant de continuer parce que là, ce qui arrive, c'est du très très lourd. On prend ici. Bonsoir Sébastien, Hugo Guillemet du journal L'Équipe. Deux petites questions. La première, vous avez beaucoup parlé de vos joueurs, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de vous. Et ce qui vous attend demain, c'est que vous allez vous confronter à peut-être un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Et quand on connaît votre parcours, qui a été un parcours qui sort de l'ordinaire, exotique, à l'international, etc., j'imagine que c'est quelque chose de très gratifiant pour vous d'affronter Ancelotti. Et la deuxième petite question, il y a l'apparition des cooling breaks sur cette Coupe du Monde. Ça perturbe beaucoup les coachs, j'ai l'impression. Plus que des cooling breaks, c'est des mi-temps dans la mi-temps, des pauses publicitaires, etc. Qu'est-ce que ça change en termes de management pour vous? Alors déjà, je vais répondre à la première. Évidemment, être confronté à ce qui se fait de mieux, c'est plus que gratifiant pour moi, à condition demain d'être à la hauteur de l'événement, de performer. Voilà, dans tous les cas, et c'est ce que je dirais tout à l'heure avec mon staff technique, il s'agit de continuer à apprendre.
Je veux dire, demain, je ne sais pas l'issue du résultat, mais dans tous les cas, on va continuer à hausser notre niveau parce qu'on va être confronté à ce qui se fait de mieux, un maître tacticien. Il va falloir répondre présent, être à la hauteur. On a observé lors des matchs certaines petites choses qui nous font aussi progresser. Un exemple, je ne sais pas si vous l'avez noté contre le Maroc, il y a des touches qui sont jouées très rapidement de leur part. Ils ont surpris les Marocains. Tout ça avec des ballons qui sont placés en bordure de terrain. Et ça n'a pas été le cas pour toutes les équipes. Eux avaient un temps d'avance à ce niveau-là. Ça a été assurément travaillé en amont. C'est aussi ça le très très haut niveau. Et voilà, ce qu'amène un garçon comme Carlo Ancelotti. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au tirage au sort. J'avais également mon préparateur physique au Cameroun qui avait bossé avec lui à Paris, qui m'en a dit le plus grand bien, c'est la grande classe. Voilà, on va essayer d'être le plus respectueux possible et d'être un valeureux adversaire demain. Concernant les cooling breaks, il y a deux manières de les prendre. Ça peut être un avantage pour les coachs parce que c'est 2 fenêtres supplémentaires pour envoyer quelques consignes. La difficulté sur ce que j'observe depuis le début de la compétition, c'est plutôt l'adaptation que peuvent en avoir les joueurs. Je trouve qu'ils mettent du temps à se reconnecter au jeu. Je prends notre exemple contre l'Écosse. Le but intervient 3-4 minutes après. On était plutôt bien dans la partie. Et je trouve qu'après, ça, sans se trouver d'excuses, mais ça nous perturbe peut-être un petit peu, mais c'était à nous aussi de trouver la parade à ce niveau-là. Donc je pense qu'il va y avoir une adaptation au niveau des joueurs. Après, en tant que coach, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet, comme des cartons au basket, de pouvoir essayer d'emmener des éléments supplémentaires au niveau de nos joueurs. Voilà, on a essayé de s'organiser en conséquence. On a essayé d'échanger aussi avec des collègues. Et je pense que vous l'avez vu ce matin dans l'équipe, avec Sébastien de Sable notamment à ce niveau-là. On essaye de trouver des parades pour être efficient. Maintenant, il va falloir que je trouve celle qui fait que mes joueurs, de suite, se reconnectent au jeu. Merci. On prend la toute dernière question. Em português. Coach, boa noite. Pedro Ramiro, Rádio Craque Neto. No Brasil, nós falamos muito sobre a ausência do Neymar. Neymar não poder Au Brésil, havia até uma expectativa de que ele très souvent, on entend parler du fait que Neymar ne va pas jouer, qu'il ne serait pas là. Il était censé être là, mais il ne sera pas là. Donc, vous, en tant que sélectionneur de l'équipe adverse, comment considérez-vous cette absence? Est-ce que ça va changer votre style de jeu demain? Déjà, je voudrais dire que c'est le lot de toutes les équipes. On a aussi un garçon qui n'a pas pu jouer. On a Duken Snazon qui malheureusement qui n'était pas opérationnel pour le premier match, qui est un joueur aussi important de mon effectif. Voilà, moi j'y vois plutôt des signes. Il y a 4 ans avec le Cameroun, Neymar n'était pas opérationnel contre le Cameroun. Je ne sais plus s'il était blessé ou suspendu, mais il n'était pas sur le terrain. Donc j'y vois plutôt un signe positif. On va essayer de se raccrocher à tout ce que l'on peut pour demain être efficace et puis écrire un morceau d'histoire, en tout cas pour Haïti.